Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee. Le monde diplomatique analyse. Des combats entre la France et la Russie ? Autrefois inimaginable, l'hypothèse s'est installée après les déclarations de M. Emmanuel Macron évoquant une guerre existentielle et l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Depuis, le ton ne cesse de monter à Paris comme à Moscou. Une escalade qui semble ravir les médias français au diapason du président de la République. Les nouveaux chiens de guerre, par Serge Halimi et Pierre Rimbert. Le monde diplomatique, avril 2024, lu par Blaise Petitbonne. Les alchimistes ont enfin trouvé des successeurs à leur quête infructueuse. À la fin de l'hiver, les journalistes français se sont évertués à transformer une gaffe présidentielle en un joyau de l'analyse géopolitique. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, lance M. Emmanuel Macron le lundi 26 février 2024 à l'issue d'une réunion internationale de soutien à l'Ukraine qui vient de se conclure à Paris. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre, prévient-il. Dans les heures qui suivent, la déclaration du président de la République provoque une pluie de démentis. Répliquant à un partenaire français toujours trop bavard, le chancelier allemand Olaf Scholz s'en tient à quelques mots. Une chose est claire, il n'y aura pas de troupes au sol d'États européens ou de l'OTAN. Deux des principaux soutiens de Kiev se mettent au diapason. Nous n'envisageons pas d'envoyer nos troupes en Ukraine et nous avons sur ce point une position commune avec Prague, explique le Premier ministre polonais Donald Tusk lors d'une conférence de presse avec son homologue tchèque. Il n'y a aucun projet de troupes de combat de l'OTAN sur le terrain en Ukraine, renchérit auprès de l'AFP un responsable de cette organisation militaire pilotée par Washington. Aux États-Unis justement, les porte-paroles de la Maison-Blanche, du département d'État et du Pentagone se relaient pour tenir la lance à incendie. Il n'y aura pas de troupes américaines engagées au sol en Ukraine, martèlera M. John Kirby, porte-parole du président américain. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, fait chorus. Nous ne prévoyons pas de déploiement à grande échelle. L'Espagne, l'Italie, la Hongrie, la Suède opposent la même fin de non-recevoir aux stratèges de l'Élysée. La sortie de M. Macron tourne au désastre. Loin d'alimenter l'ambiguïté stratégique dont il se prévaut, il vient de clarifier la très grande unanimité des Occidentaux, dixit M. Scholz, dans leur refus d'envoyer des soldats combattre l'armée russe. Ça ne peut pas être sérieux, titre le chef du service étranger du grand quotidien conservateur allemand, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27 février, qui décrit la politique étrangère de Paris comme une suite d'initiatives, je cite, peu élaborées et irréfléchies. Le New York Times du 29 février résume. En faisant le pari d'inquiéter le Kremlin, Macron a surtout choqué les alliés. Radio France au garde à vous. Mais, fort heureusement pour le chef de l'État français, au moment où les dirigeants étrangers doutent de sa compétence, une brigade d'acclamation tricolore composée d'une douzaine de journalistes et d'experts déferle sur les plateaux pour célébrer sa fermeté. Mobilisé depuis 2 ans aux côtés de Kiev, il rêvait d'une confrontation militaire plus directe avec la Russie. Il savoure la bévue présidentielle comme une divine surprise. Faisant référence à l'ambiguïté stratégique invoquée par M. Macron, Pierre Servan sur LCI le 27 février s'avoue surpris et heureux et loue ce propos très pertinent. Pour ce militant atlantiste, ça a été préparé, pensé, construit. Puisque le coup de menton présidentiel devance les attentes des commentateurs, la gaffe est gommée. Elle n'a même jamais existé. Le Monde cite le 14 mars avec bienveillance un conseiller de l'Élysée pour qui les propos qu'Emmanuel Macron formule sont toujours ultra cohérents. Les fantassins du journalisme d'État se déploient donc pour combattre un sentiment quasi général de fébrilité et d'amateurisme, au point que leurs échanges évoquent parfois le répertoire du théâtre comique. Ainsi, sur LCI, le 29 février. Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles. Emmanuel Macron a parlé juste. Il n'a pris personne par surprise, tout le monde a été prévenu avant. David Pujadas. Ah mais c'est important ce que vous dites parce que dans la lecture des événements qu'on a eus, on a eu l'impression qu'il faisait un coup. Jean Quatremer, pas du tout. Isabelle Lasserre, journaliste au Figaro. C'est totalement organisé. Les Suédois ont eux aussi été prévenus. Jean Quatremer, les Baltes. Isabelle Lasserre, il n'y avait absolument aucune surprise. Jean Quatremer, voilà, aucune. Et quel était le but d'Emmanuel Macron ? C'était de réintroduire de l'incertitude, justement, stratégique.
Un tel feu d'artifice pluraliste rendrait presque jaloux les matinaliers de France Inter. Presque, car depuis 2 ans, la station publique se démène, elle aussi, pour couvrir ce conflit avec une partialité méticuleuse. Aucun chroniqueur ne manque à l'appel du clairon. Et la tonalité de ces journaux reproduit celle des échanges entendus dans le salon anti-russe qu'anime le soir Darius Rochebain sur LCI. Les mêmes invités s'y retrouvent d'ailleurs, quoique la chaîne du groupe Bouygues propose une proportion plus forte d'anciens militaires de l'OTAN. Le 28 février, Nicolas Demorand et Léa Salamé font eux aussi appel à Pierre Servan et à Isabelle Lasserre pour commenter le coup d'éclat présidentiel, mais en leur adjoignant l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine. Servan reprend son refrain de la veille sur LCI, la déclaration de M. Macron est très pertinente, salutaire et bienvenue. Mais soucieux d'innover, il suggère un parallèle avec l'appel du 18 juin. Lasserre opine et réitère son lamento habituel sur l'aveuglement munichois des dirigeants occidentaux. Si on avait, dès le début, mis le paquet, on n'aurait pas eu ce débat. Tout en refusant l'escalade, M. Védrine réclame la livraison plus rapide de missiles et d'avions de chasse à l'Ukraine. Cette retenue relative indigne Servan. Il accuse l'ancien ministre d'être, je cite, « dans la main intellectuelle de Poutine. Il y a une forme de soumission ». Préférant négliger cette formule idiote, M. Védrine détaille sa critique des propos du président français. Faire une déclaration, la corriger le lendemain. Parler d'envoyer des troupes qui ne sont pas des troupes, c'est un signal de faiblesse par rapport à Poutine. Mais quelques minutes plus tôt, le chroniqueur de politique intérieure de la station, Yael Gauze, avait expliqué que le dessein de M. Macron était moins d'impressionner son homologue russe que de dramatiser l'enjeu du scrutin du 9 juin prochain. Et le chroniqueur s'en réjouissait. Sa sortie remet un coup de projecteur sur les incohérences du Rassemblement national. Sa longue histoire poutinophile et cette drôle de paix, celle des non-alignés à laquelle aspire aussi une partie de la gauche. Instrumentaliser une guerre comportant un risque d'escalade nucléaire, brandir la menace d'une intervention de troupes au sol dans l'espoir de nuire à des adversaires politiques lors d'un scrutin européen. Ce détournement du débat public semblait donc n'appeler aucune réserve de France Inter. En matière de pluralisme, le pire était encore à venir. Non pas sur une chaîne déversant en continu ses informations haineuses, mais sur France Culture dans la sérénité d'une émission dominicale de réflexion sur l'actualité. Le 3 mars dernier, 4 intervenants débattent. L'éditorialiste du Monde, Sylvie Kaufmann, le directeur du CERF, Jean-François Colosimo, la directrice de la revue Esprit, Anne-Lorraine Bujon, et enfin Thierry Pêche, directeur général de Terra Nova. Kaufmann, qui ouvre le feu, s'emploie à éclairer la pensée de l'Élysée avant de faire part de la sienne. Par chance, elle coïncide. Cette ligne rouge, à un moment donné, on peut considérer qu'il faut la franchir, que la réponse proportionnée à l'agressivité de la Russie serait d'envoyer des troupes en Ukraine. Une éventuelle solution diplomatique attendrait, car Vladimir Poutine n'est plus un interlocuteur possible pour ça. M. Colosimo ne la contredit pas. On a une espèce de crapulerie qui domine le Kremlin, et cette crapulerie, elle doit être intimidée parce qu'elle ne connaît que la loi de la force et de la violence. En termes plus châtiés, Pêche en convient. Vladimir Poutine partage avec Oussama Ben Laden, Daesh et d'autres personnages une idée simple. Il pense que nous sommes des ruminants. Un troupeau de gens assez prospères, assez peureux, qui veulent surtout que rien ne bouge et qui ne veulent pas mourir pour le Donbass. Il conclut. C'est pour ça que le signal du président français est le bon. Le présentateur, Hervé Gardette, qui a relevé la concordance à peu près totale entre ces 3 premiers débatteurs, se tourne vers la 4e, espérant d'elle un peu de dissonance. Hélas, la directrice d'Esprit se déclare largement d'accord avec ce qui a été dit. Et elle ajoute même « Ça fait des années que la France insoumise et le Rassemblement national sont d'une complaisance coupable à l'égard de la Russie. » Précisément le thème de campagne que l'Élysée a choisi pour les élections européennes. Avec le soutien à Israël, la guerre d'Ukraine est l'un des rares sujets où le militantisme radicalisé tient lieu de qualité journalistique. À un internaute qui lui demande lors d'un échange en ligne le 5 mars s'il connaît des Russes sympas et pro-Poutine, le reporter du Monde Emmanuel Greenspan répond sur le champ. « Un pro-nazi peut-il vous être sympathique ? C'est exactement pareil. » On ne donnerait pas cher de la longévité professionnelle d'un journaliste affichant les mêmes propos publics à l'encontre des États-Unis ou d'Israël. Avec la Russie, c'est permis.
Laure Mandeville au Figaro, Darius Rogemin sur LCI, Elsa Vidal sur Radio France Internationale, Marion Van Rentergem à l'Express rivalisent de sermons guerriers qu'on ne retrouve pas quand il leur arrive d'évoquer les massacres en cours à Gaza. Ils citent ou invitent la même liste d'experts toujours volontaires pour prôner l'escalade militaire. Bruno Tertrais, Thomas Gomard, Bernard-Henri Lévy, Pierre Servant, François Heinsbourg et Nicolas Tanzer. Membre d'un groupe de réflexion proche de l'OTAN, enseignant à Sciences Po Paris, Tanzer déploie dans le domaine géopolitique les recettes intellectuelles de Cyril Hanouna. La provocation infantile. Avec autant de succès. Sa surface médiatique a été multipliée par 18 par rapport à 2021. Monsieur Macron a totalement raison, affirme donc Tanzer sur France Info le 17 mars, mais il faut aller beaucoup plus loin. La Russie est un nain en train de décliner et son président une sorte de petit criminel mafieux. Et dès lors que c'est notre guerre, on ne peut pas laisser uniquement les Ukrainiens combattre à notre place. Après tout, nous serions nous aussi capables de détruire physiquement la Russie. Quant à l'option d'une négociation, soit c'est de la compromission, voire de la corruption, soit c'est de la bêtise. Malgré ce tintamarre va-t-en-guerre, les Français renaclent. Les mois passant, l'image de l'Ukraine, bien que toujours favorable, se dégrade. La volonté de lui fournir du matériel militaire, que pourtant aucun parti ne discute, n'est plus partagée que par la moitié des sondés. Et une majorité s'oppose à présent à l'entrée de Kiev dans l'Union européenne. M. Macron a au moins réconcilié ses concitoyens sur un point. L'idée d'envoyer des troupes françaises combattre en Ukraine rassemble les 3/4 des personnes interrogées, 76%, contre celui qui l'a formulé. Peu importe, car dans sa stratégie visant à cliver le paysage politique sur la question ukrainienne, entre résistants, Renaissance, ses alliés, ainsi que les partisans de M. Raphaël Glucksmann, et collabos, RN, communistes et insoumis, l'Élysée peut compter sur un contre-pouvoir qui, retrouvant avec délice ses réflexes macartistes, injurie quiconque manifeste un zèle occidental insuffisant. Les insoumis, le Parti communiste français, plusieurs journaux comme Marianne, rappellent ainsi à Thomas Legrand, journaliste sur France Inter et chroniqueur à Libération, je le cite, l'attitude pétocharde d'une partie des élites de la fin des années 1930, le 11 mars 2024. On ne peut que constater, ajoute-t-il, les frappantes et effrayantes similitudes de discours et de réflexes entre les forces pacifiques puis collaborationnistes. Avant de comparer Pascal Boniface, l'actuel directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, à l'ex-socialiste pro-nazi Marcel Déat. De son côté, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin est jugé coupable d'épouser les pires dérives complotistes par Bernard-Henri Lévy, dans Le Parisien le 17 mars 2024. Et l'essayiste Emmanuel Todd est accusé d'avoir fait allégeance à la barbarie par Le Monde des Livres le 20 janvier 2024. Envoyer des mecs à Odessa. Dans une autre chronique de Libération, titrée « La Russie à ses médias en France », le 15 mars 2024, Legrand assimile les chaînes du groupe Bolloré à, je cite, « des machines à polariser, à brouiller et à déchirer les opinions publiques ». À ce titre, elles servent objectivement la stratégie du Kremlin pour miner les démocraties libérales. Mais polariser le spectre politique de part et d'autre de la ligne de front ukrainienne, n'est-ce pas précisément la stratégie présidentielle pour rejeter les extrêmes dans le camp du mal ? Car au-delà de leur profonde inimitié éditoriale, CNews et France Inter partagent la même approche pour doper leur audience. Les médias d'extrême droite prônent une reconquête des territoires perdus de la République et désignent les migrants et l'islamo-gauchisme comme leur ennemi intérieur. Ceux d'extrême centre appellent à la guerre de l'OTAN contre la Russie et dénoncent la 5e colonne de Moscou en France. Les hurlements des premiers menacent la paix civile, les imprécations des seconds, la paix tout court. De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. Aurait improvisé M. Macron devant une brochette de convives réunis à l'Élysée, selon Le Monde le 15 mars 2024. Pendant 3 ans encore, les Français vont devoir vivre avec ce président impulsif, doté de pouvoirs considérables, qu'ils ne comptent pas sur leurs médias pour l'encourager à devenir raisonnable. Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee.